Bonsoir à tous, c'est ici, à Marseille, en 1962, que 450 000 rapatriés arriveront et débarqueront. Tous venaient de quitter l'Algérie. Après cette traversée de la Méditerranée et cet exil forcé, ils se retrouveront d'abord ici, dans ces hangars sur les quais du port de Marseille. À l'époque, les autorités françaises n'avaient pas du tout anticipé l'ampleur de tout cela, tout comme l'hostilité de la population. Un épisode douloureux, de plus, qui jalonne cette longue histoire des relations entre la France et l'Algérie. 56 ans après la décolonisation, le sujet reste toujours sensible et passionnel. On aurait pu légitimement croire qu'avec les nouvelles générations, les blessures se referment, mais de part et d'autre, les mémoires blessées ne semblent toujours pas trouver les mots d'une profonde réconciliation. En France aujourd'hui, près de 10 millions de personnes ont un lien indélébile avec l'Algérie. Ils sont descendants d'immigrés, de harkis, de pieds noirs, mais aussi fils ou filles d'appelés du contingent partis faire la guerre, souvent sans y être préparés. Chacun a son histoire, faite d'amour, de souvenirs, mais aussi d'incompréhension, de malentendus ou encore de rancœur. Mais alors, pourquoi n'arrivons-nous toujours pas à panser ces plaies, à tourner la page de ce passé douloureux qu'ont réellement vécu les uns et les autres ? C'est cette histoire que nous allons vivre en remontant le temps. Certains pensaient que les années gommeraient définitivement les blessures, mais quelques mots peuvent en tout cas très vite réveiller le débat de chaque côté de la Méditerranée. Ce jour-là, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, est au cœur d'une polémique. Il revient d'un voyage en Algérie où il a fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Un crime contre l'humanité, personne n'avait osé qualifier ainsi la colonisation. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela. Il part alors en campagne dans le sud de la France et va mesurer la portée symbolique de son propos. Plus d'un demi-siècle après la fin de la guerre d'Algérie, le sujet reste passionnel. Les réactions aujourd'hui sont nombreuses, beaucoup condamnent ses propos, l'intéressé, lui, assume. Lors d'une interview à une chaîne de télévision algérienne, une phrase a choqué. On a parlé dans le journal, il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, propos qui ont suscité un tollé à droite. Qu'il attend Emmanuel Macron a-t-il commis un crime politique en parlant des crimes de la colonisation? La droite et l'extrême droite s'empressent de réagir. Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente est indigne d'un candidat à la présidence de la République. Je ne pensais pas que ça allait faire autant de telles crispations. Au bout de je ne sais pas combien de temps, 50 ans, 60 ans après, il y avait encore ces crispations. Et je me suis dit, là, il y a un sujet mémoriel qu'il faut absolument purger. J'ai tenu une parole politique qui a du sens et qui était importante à l'égard de la jeunesse française d'origine algérienne et la jeunesse algérienne. Mais j'ai fait du mal à des gens en disant ça, que j'avais sans doute pas mesuré. À son arrivée à Carpentras, il est attendu par un groupe de pieds noirs en colère. Ces anciens Français d'Algérie n'ont pas supporté la notion de crime contre l'humanité. J'ai du mal à vous serrer la main, monsieur. Moi, je n'ai pas de mal à vous serrer la main. Mais ça, c'est sûr, mais Non. vous nous avez un petit peu insulté quand même, monsieur. Non, je ne vous ai pas insulté. Ce que vous avez vécu et que je respecte éminemment. On ne dit pas, monsieur, alors que c'est un crime contre l'humanité. Mais je n'ai pas dit que vous aviez fait un crime contre l'humanité, que tous les Français qui étaient avaient fait un crime contre l'humanité. C'est ça que je veux. Intolérable. C'est ça que je veux que vous compreniez. L'humanité, Mais- ça a été des deux côtés. Vous ne l'avez pas dit pour l'Algérie. Mais bien sûr que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y qu'ils avait ont des fait crimes le 5 juillet qui avaient été 1962 fait aussi. Mais à je Oran, sais, c'est mais quoi? vous allez me reprendre. C'est pas un on peut crime refaire. contre l'humanité? Mais nous, notre passé commun, depuis 1962, nous a emprisonnés parce qu'il a été fait de beaucoup de non-dits. Parce que les générations qui ont vécu cette fin de période de colonisation et cette guerre ont eu de tels traumatismes, il y a eu une telle violence qu'il y avait sans doute quelque chose d'irréconciliable. Vous nous
nous avez touchés, vous nous avez meurtris. Alors si je vais vous dire... Oui, dites-moi parce que je comprends pas, je comprends pas. S'il n'y avait aucun Algérien, aucun Pied-Noir et aucun Harki qui vivent en France, la question algérienne serait tombée peut-être dans les périphéries de l'histoire. Mais c'est l'inverse. Ça rémane dans les familles. On en parle dans les soirées. Il y a encore les photos du grand-père qui vient d'Algérie dans des centaines de foyers français. On doit pouvoir passer à autre chose pour construire à nouveau un imaginaire ensemble. On y a vraiment cru, on a cru que c'était tous ensemble. L'opinion française a découvert ce problème de l'islamisme à travers l'affaire algérienne. Ce qui nous motive aujourd'hui, rassembler tous ceux qui veulent construire avec nous une société plus juste, une société fraternelle. Commencez d'abord, il faut obéir dans la vie. Ça fait 13 ans qu'on obéit, 13 ans qu'on obéit, c'est normal qu'il faut se réveiller quand même, non? Ils laissent leur vie, leurs souvenirs et leur mort. Je vous ai compris! Le colonialisme est rentré par les armes, il n'en sortira que par les armes. C'est une affaire de famille, et les affaires de famille sont finalement les plus difficiles à régler. Le 4 mai 1930, le président de la République française, Gaston Doumergue, débarque à Alger. Il est accompagné de plusieurs ministres. Il vient y célébrer le centenaire de la colonisation de l'Algérie. Et là, on va sortir tous les moyens de la République. Les événements, les expositions, les Français vont vivre presque une année qui va commémorer et leur rappeler que la France est une grande nation, notamment parce qu'elle a un empire et surtout parce que la perle de l'empire, c'est l'Algérie. C'est aussi montrer que la France est là, en Algérie, que l'Algérie est terre française et qu'elle le restera longtemps. Et que la France a amené les bienfaits, le développement, les chemins de fer, les ports, la santé, l'éducation dans ce pays. Donc tout ça va fabriquer une forme de tropisme incroyable. Les gens vont vraiment croire à cette chimère, que la France a amené le bonheur à l'Algérie. Mais ces cérémonies qui glorifient les phases clés de la conquête et la reddition des tribus locales choquent une partie de la population musulmane. Les chefs d'ailleurs et les notables algériens sont invités à commémorer leurs propres défaites de leurs arrière-grands-pères, ce qui est complètement paradoxal. C'était ressenti comme étant la remembrance de l'humiliation coloniale permanente depuis 100 ans. Une humiliation que les 7 millions de musulmans algériens vivent au quotidien. Soumis au code de l'indigénat, ils sont privés de certains droits comme celui de circuler ou de se rassembler librement. Ce sont en fait des citoyens de seconde zone. Si vous prenez par exemple l'école, tous les enfants français sont scolarisés à 100%. Vous avez 90% des Algériens qui ne sont pas scolarisés. Quinze ans plus tard, le 8 mai 1945, alors que la France fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Sétif, petit village des Hauts-Plateaux, un jeune homme de 26 ans, Bouzid Sahal, se prépare à rejoindre une manifestation. Elle est organisée par les nationalistes algériens, qui profitent de cette journée symbolique pour affirmer leur opposition à la présence coloniale française. Les Algériens, ils viennent de donner leur sang pour la France. C'est grâce à eux que l'Italie a été libérée, que le débarquement en Provence a été fait, que la France a été libérée. Donc ils ont une part de cette victoire. Et qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Les élites algériennes, avec toute une jeunesse aussi, réclament que l'Algérie ne soit plus l'Algérie de papa, l'Algérie des colons, et devienne une Algérie libre où la citoyenneté sera reconnue. Les Algériens ont manifesté pour dire c'est très bien l'indépendance de la France, de l'Europe, etc.
Mais il y a la nôtre aussi à laquelle il faut penser. Pendant le défilé, Bouzid Sahal va brandir un étendard vert et blanc marqué d'une étoile et d'un croissant rouge. C'est l'emblème des nationalistes algériens, hissé publiquement pour la première fois. Un geste formellement interdit. Un commissaire de police tente de s'en emparer. Des coups de feu retentissent. Le porteur du drapeau est tué sur le coup. La situation dégénère, une émeute éclate et 27 Français d'Algérie sont assassinés. À partir de là, il y a eu des manifestations qui se sont déclenchées aussi bien à Sétif qu'à Guelma, qu'à Kharrata, toute la région de Sétif. Mes parents habitaient à 10 km de Sétif, dans un petit village qui s'appelle El Ourissia, et qui a vu passer à midi le curé du village d'à côté. Il rentre à mobilette chez lui, et il y a des Algériens qui l'ont flingué, ils l'ont tué. Et mes parents ont vu le curé tomber sur la route et attirer vers lui tous les gendarmes, tous les policiers, parce que c'était une chose extraordinaire qui se passait. Le curé a été tué. Là, ça a été finalement le premier acte de la guerre d'Algérie concernant la lutte pour l'indépendance. Le premier acte qui a mis en mouvement des milliers d'Algériens. Comme le curé d'El Ourissia, une centaine d'Européens d'Algérie vont être massacrés dans les jours qui suivent. Le gouvernement provisoire du général de Gaulle ordonne la reprise en main politique du pays et la répression dans ces zones insurgées. Une répression qui sera terrible. Il est vrai qu'il y a eu 103 Européens qui ont été tués au cours de ces manifestations. Mais en contrepartie, il y a eu entre 10 000 et 45 000 Algériens qui ont été abattus. La réponse française, ce n'est pas la négociation, c'est la répression. On envoie les canonnières, on envoie les soldats, on réprime. Une répression, une violence absolue. C'était la panique générale. On aurait pu penser que cette panique pouvait durer 1 jour, 2 jours. Elle a duré 2 mois, 3 mois. On tuait tout le monde. Et mes parents se souviennent des avions. 1 ou 2 avions très étranges qui balançaient du napalm sur eux et qui brûlaient ces avions tous les champs. Après plusieurs semaines de répression, le calme revient en Algérie, mais le mouvement indépendantiste se développe dans la clandestinité. Neuf ans plus tard, le FLN, le Front de Libération Nationale, est créé et il passe à l'action. Ce qu'il décide, c'est la guerre totale contre la France. Le colonialisme est rentré par les armes, il n'en sortira que par les armes. Dans la nuit du 1er novembre 1954, le FLN coordonne une série d'attentats contre les intérêts français. Il y a eu sur l'ensemble du territoire algérien des poteaux télégraphiques coupés, des lignes de train qu'on a fait dérailler. Ce n'est pas une seule attaque dans un endroit assez isolé. Il y a comme ça sur tout le territoire de l'Algérie une quarantaine d'attaques. Alors attaques de casernes, attaques de bâtiments communaux, attaques de fermes. Ces attentats coordonnés, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a des gens qui ont été capables de se mettre d'accord sur une date pour que partout sur le territoire, il y ait la même nuit au même moment des attentats. Dans les mois qui suivent, le FLN se structure et recrute massivement au sein de la population pour créer une armée clandestine. Ces actions visent d'abord les représentants de l'État français et les musulmans fidèles à la France. Mais à l'été 1956, l'organisation change de stratégie. Il s'agit désormais de frapper partout, dans les villes où vivent les Européens,
en multipliant les attentats. Jusqu'à présent, on avait assassiné des gens de manière ciblée. Là, on veut la médiatisation. On veut choquer, on veut frapper. Une bombe dans un café à Alger aura beaucoup plus d'effet qu'une embuscade dans le bled. Ce 30 septembre 1956, la petite Danielle accompagne sa grand-mère dans un café très couru du centre d'Alger. Ma grand-mère m'avait emmené manger une glace ce 30 septembre, donc veille de la rentrée des classes au Mille Bar. Personne ne remarque cette jeune femme venue déposer une mystérieuse boîte sous une table voisine. J'ai des souvenirs de sidération sur le moment, d'avoir cherché ma grand-mère après l'explosion, de la panique, du soldat qui m'a ramassé, qui m'a fait un garrot et qui a arrêté une voiture pour m'amener à l'hôpital. Danielle vient de perdre sa grand-mère. La petite fille, elle, survivra, amputée d'une jambe. C'était l'entrée dans la guerre, évidemment, par la porte la plus violente pour ma famille. La bombe fera 3 morts et 60 blessés. Elle a été déposée par Zora Drif. Cette jeune femme, interpellée 1 an plus tard, combattante indépendantiste, recrutée dans la bourgeoisie algéroise afin de passer inaperçue dans les quartiers chics. Dès lors, la vie bascule pour tous les Français d'Algérie. Ce qu'on appelle les Français ne sont pas des grands colons richissimes qui exploitent les Algériens. La réalité sociale est beaucoup plus complexe du monde français d'Algérie. Ce sont essentiellement des petites gens. D'ailleurs, ils votent plutôt socialistes. Enfin, ils sont commerçants, ils sont fonctionnaires, petits employés, que le mot colon ne résume absolument pas. Ils sont, pour la grande majorité d'entre eux, descendants de Français, d'Espagnols, d'Italiens, d'Allemands, de Suisses, de Maltais, et puis d'autres populations, souvent des populations qui vivaient dans la misère dans leur pays d'origine. En réponse aux attentats, Guy Mollet, président socialiste du Conseil, confie les pleins pouvoirs civils et militaires au général Massu, commandant de la 10e division parachutiste, afin de pacifier Alger. La loi martiale est proclamée. Massu entre dans la ville avec ses 8000 parachutistes. Moi, je suis chef de section et je procède aux arrestations, comme d'ailleurs mes camarades. Nous procédons aux arrestations que nous ordonne l'état-major de notre division. Voilà. Et je serai donc à Alger, janvier, février, mars, avril 57. Jean-Marie Le Pen a alors 27 ans. Entré l'année précédente à l'Assemblée nationale, il est l'un des plus jeunes députés. Élu poujadiste, colonialiste convaincu, il s'est mis en congé du Parlement afin de s'engager dans le conflit algérien. Je suis avec Mendès France, avec Mitterrand, avec tous les hommes politiques français, De Gaulle et autres, partisans de garder l'Algérie à la France. Parce que c'est un élément fondamental de notre grandeur et de notre avenir. L'Algérie permet à la France d'avoir un pied sur 2 continents différents. Contrôle, fouilles et arrestations se multiplient dans la Casbah pour tenter de démanteler les réseaux du FLN. Une décision extrêmement lourde de conséquences est prise, qui est de remettre à une division parachutiste des pouvoirs de police pour faire la guerre en ville. Et pour parvenir à ses fins, la 10e division emploie tous les moyens, même les plus contraires aux droits de l'homme.
Les parachutistes vont mettre en place plusieurs centres de détention clandestins, non officiels, où ils vont détenir des gens qu'ils ont arrêtés et qu'ils suspectent. Et notamment, ils les torturent. Oui, ça a été... D'abord, qu'est-ce que c'est que la torture? Il faudrait d'abord la définir. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi? C'est empêcher quelqu'un de dormir, c'est l'interroger pendant, comme le fait la police dans un certain nombre de cas, c'est lui donner des coups de bottin sur la tête, ou lui arracher les yeux, lui arracher les dents ou les ongles, lui causer des mutilations. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la torture? En cet été 1957, pour imposer la terreur absolue, la torture se généralise à Alger. Elle est devenue une pratique de guerre. Le rythme des exécutions sommaires s'accélère. 91 condamnés à mort sont exécutés cette année-là. Nous avions affaire à un réseau terroriste secret qui utilisait de la bombe comme moyen de combat contre les civils. La 10e division parachutiste est chargée d'éradiquer le réseau terroriste qui met un peu la ville à feu et à sang. Une des justifications fondamentales de la torture, c'est l'urgence. En face, ils tuent des innocents. Nous arrêtons des coupables. En fait, ils n'arrêtent pas des coupables, ils arrêtent des suspects. En octobre 1957, la bataille d'Alger est gagnée par les Français. Le FLN est à genoux, mais le prix moral à payer pour la France pour cette victoire militaire est élevé. La torture comme arme de guerre va entacher l'image de la France et de son armée. De son côté, le FLN va se restructurer et relancer la lutte. Pour y faire face, l'armée française doit renforcer ses effectifs. Elle va alors recruter sur place, parmi les populations rurales les plus isolées. On avait arrivé l'armée. Des camions grands comme des maisons, comme on disait, des petites voitures, ça devait être des jeeps. Et pour la première fois, j'ai vu un Français. Il était blanc. Blanc. On n'avait pas l'habitude de voir beaucoup de blancs. Il était rasé de près. Il parlait dans une langue qui m'était inconnue. Ce jour-là, le père de Messaoud Kafi, berger sur le plateau des Aurès, est recruté par l'armée française. Jusqu'à 11 ans, je ne parlais pas un mot de français, pas un mot d'arabe. Je parlais que le berbère des Aurès. On vivait dans la montagne, la plus reculée de l'Algérie. Et je vais vous faire un aveu, on n'avait pas l'impression d'être colonisé par la France. Et à l'âge de 11 ans, on a entendu parler qu'il y a des événements qui se déroulent tout autour du plateau des Aurès, qu'il y a des gens qui se soulèvent contre la présence française. Et ça, pour moi, c'était un nouveau. Les soldats viennent évacuer la zone, tombés sous le contrôle des indépendantistes. Ils veulent empêcher les hommes en âge de combattre de rejoindre l'ALN, l'armée de libération nationale, le bras armé du FLN. Tout le monde était invité à partir de force pour isoler soi-disant les rebelles. Allez, on embarque tout le monde dans les camions et en direction inconnue. On a roulé toute la journée et on s'est retrouvé en plein désert au Sahara, dans une oasis. Et il y avait un capitaine, il a dit à nos parents, écoutez, ça suffit comme ça. Soit vous rejoignez les rebelles, soit vous nous rejoignez nous, la France. Nous, on vous offre un salaire et la sécurité. Eh bien, le choix a été vite fait, hein, mais sans idéologie. Parce que pour eux,
C'est comme si il se faisait embaucher chez Renault, dans une société quelconque. Le salaire était de 240 francs. Et en plus, ils avaient les vêtements. Ils étaient habillés en uniforme. On leur donnait aussi un fusil. Le même fusil que l'armée régulière. Hein. Certains acceptent pour des raisons économiques, d'autres le font par peur du FLN, d'autres encore parce qu'ils croient en la France. On appelle ces musulmans algériens engagés dans l'armée française les harkis. La guerre d'Algérie a été extrêmement complexe. Ça a été à la fois une guerre de décolonisation, une guerre d'indépendance, mais aussi une sorte de guerre civile donc, entre Algériens. Après 4 années de conflit, le gouvernement français ne sait plus comment faire face aux événements que l'on ne qualifie pas encore de guerre. La communauté internationale condamne l'obstination coloniale de la France. La 4e République est en train de vaciller. Mais les partisans de l'Algérie française ont encore une dernière carte à jouer. Cette carte, c'est un homme qu'ils viennent de rappeler au pouvoir en métropole. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle arrive à Alger pour trouver une issue à la crise. Il est accueilli en libérateur par les Français d'Algérie et par une partie de la population musulmane, persuadée qu'il va défendre leurs intérêts. Vous avez toute une foule de population qui arrive pour voir De Gaulle, pour voir le sauveur de la France de 40-45, mais aussi le sauveur de l'Algérie et de l'Algérie française. Mes parents m'ont emmené voir le général. C'était bon, ça va s'arrêter, ça y est, ça va se régler, c'est fini. Et on fait quasiment la fête. Cependant, même s'il a été mis au pouvoir par les partisans de l'Algérie française, le général de Gaulle ne sait-il pas déjà qu'il ne pourra s'opposer à cette volonté d'indépendance? De Gaulle arrive au pouvoir en 1958 en ayant parfaitement compris que l'Algérie française était devenue, depuis 4 ans, un conflit qui laminait totalement les fondements de la République. Pour lui, l'Algérie est devenue, ce qu'il dit lui-même, un boulet. L'Algérie empêche la France de se moderniser. L'Algérie empêche la France de rentrer dans le jeu des grandes nations sans avoir ce boulet qui, à l'ONU, lui est rappelé tous les 6 mois qu'elle devrait donner l'indépendance à l'Algérie. Il avait compris de suite que l'Algérie ne pouvait pas être autre chose qu'indépendante. En tout cas, pas rattachée à la France. Le général de Gaulle était un grand réaliste. Il savait que pour la liberté de la diplomatie de la France, pour sa réconciliation nécessaire avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le tiers-monde, avec toute la communauté internationale, il fallait en terminer avec la guerre d'Algérie. Malgré cela, le discours qu'il tiendra ce jour-là ravive l'espoir des foules venues l'écouter. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je me souviens d'une place noire de monde avec des gens qui chantaient, ils avaient envie d'y croire parce que finalement ils étaient chez eux et qu'ils avaient envie de rester chez eux. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. De Gaulle manipule ses propres forces. Il ne peut pas dire aux militaires qu'il est contre eux, c'est le militaire qui l'amène au pouvoir.
ne peut pas dire aux pieds noirs qu'il est contre eux, puisque c'est eux qui l'amènent au pouvoir, qui l'appellent en Algérie, qui réclament De Gaulle, Salan et les autres. Mais il sait déjà que quand il aura pris le pouvoir, Un an et demi après son discours historique, le général de Gaulle, devenu le premier président de la Ve République, décide de rendre son libre arbitre à la population algérienne. On peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Énorme fracture quand les pieds noirs comprennent en 59 et en 60 ce qui va se passer avec l'Algérie française et que De Gaulle va les lâcher. Il faut être très clair. Le mot autodétermination qui est prononcé annonce la fin de l'Algérie française. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu à la fois le sentiment d'avoir été lâché par De Gaulle, lâché par la France. Le général de Gaulle, et ça jusqu'à la fin, pour mes grands-parents, même un demi-siècle après, il a incarné le parjure. C'était l'impression d'avoir été manipulé. Voilà, De Gaulle nous a trahis. Et ça va très très vite après. Le processus est en marche. Les négociations seront certes complexes, mais dès 59, tout est plié. Sur le fond, il a déjà tranché. La page de l'Algérie française est tournée. Pour le général de Gaulle, la page est donc tournée. Pourtant, la guerre est loin d'être terminée et elle va se poursuivre en France. Les partisans de l'Algérie française se radicalisent et créent une organisation secrète, l'OAS, qui se lance à partir de 1961 dans l'action terroriste. En parallèle, le FLN devient également de plus en plus influent auprès des travailleurs algériens installés sur le sol français. Ce jour d'octobre 1961, Larbi Messaoudi, ouvrier d'origine algérienne, installé en banlieue parisienne depuis 24 ans, va pour la première fois participer à une manifestation contre le gouvernement français. Il fallait qu'on soit beau. Il avait vraiment à cœur de dire qu'ils étaient costumés, ils n'allaient pas y aller avec leur bleu de travail. Il fallait qu'ils soient beaux, endimanchés. Depuis 2 semaines, le préfet de police de Paris, un certain Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde sous Vichy, ancien préfet en Algérie, est chargé de la répression du mouvement indépendantiste dans le département de la Seine. Il a imposé un couvre-feu à tous les Algériens. Il leur est interdit de sortir dans les rues après 20 heures. En réponse, le FLN organise une grande manifestation nocturne dans la capitale. Mon père a la responsabilité d'un espace géographique sur les Hauts-de-Seine et il est chargé à Levallois, à Clichy et à Nanterre d'aller frapper aux portes et de dire il faut vous rassembler et de chaque quartier, les hommes vont se regrouper avec les femmes et les enfants qui peuvent marcher parce que c'est aussi la consigne pour montrer qu'on existe. On somme les Algériens de répondre à l'appel du FLN comme un seul homme, de quitter leur ghetto et aller dire aux Français du centre-ville de Paris que le couvre-feu est injuste et qu'il doit être levé. Ce jour-là, plus de 22 000 Algériens, hommes, femmes et enfants, vont descendre dans la rue. Plusieurs dizaines de milliers d'Algériens convergent des bidonvilles et des quartiers algériens de Paris vers le centre, vers les beaux quartiers, vers Opéra, à la sortie des théâtres, à l'heure de la sortie des théâtres. Et pour la première fois,
On donne un visage à cette nébuleuse algérienne qui est vécue comme un ennemi intérieur. La consigne pour cette manifestation du 17 octobre 61 est claire. C'est pour les Algériens, eux, la dignité, la tête haute, il faut marcher fièrement et surtout on y va sans armes. Ordre a été donné surtout de n'avoir sur soi aucun objet contendant, aucun canif. Et les Algériens ont manifesté pacifiquement avec leurs enfants ce soir-là. Ils sont attendus par la police et il y a de nombreux quarts de policiers qui sont là et beaucoup vont être saisis de panique. Les escadrilles de police matraquent, tirent à balles réelles. On les encercle, on les ramasse, on les rafle dans ces paniers à salade et on les entasse, notamment les hommes, dans les stades, au château de Vincennes. Ces hommes, dans le pire de cette violence, avaient été balancés par-dessus certains ponts. Ils ont été jetés d'une manière assez atroce parce que ceux qui savaient nager, on leur liait les mains. Et les autres qui ne savaient pas nager, on les assommait à coups de crosse et on les jetait dans la Seine. On va retrouver leurs cadavres le long de la Seine et ses confluents pendant des mois. Plus de 11 000 manifestants sont interpellés et emmenés dans des centres de détention. La plupart seront expulsés vers l'Algérie. Ce n'étaient pas des soldats du FLN, c'était les familles algériennes. Ce sont des ouvriers qui travaillent dans les usines, qui fabriquent des voitures, qui terrassent, qui travaillent dans les épiceries. C'est des ouvriers qu'on a jetés à la Seine. Depuis la Commune de Paris, on n'avait pas vu tel massacre dans les rues de la capitale. Les autorités françaises vont faire le choix de dissimuler cette tuerie. Au lendemain de la manifestation, le bilan officiel n'est que de 2 morts et 44 blessés. On sait désormais que plus de 150 Algériens ont disparu ou trouvé la mort, et des milliers d'autres ont été blessés. La France n'en peut plus de ce conflit interminable, de cette guerre civile qui ronge le pays depuis plus de 7 ans. Et le gouvernement finit par céder. Le 18 mars 1962, après des mois de négociations, une délégation du FLN arrive à Évian afin de signer avec la France l'indépendance de l'Algérie. Évian, c'est quand même un moment d'être capable de se mettre à table pour arriver à négocier avec ceux qui étaient les ennemis d'hier. C'est une guerre qui a meurtri complètement le pays, qui nous a fait rentrer en récession, qui a fait s'effondrer une république. À ce moment-là, il y a une forme d'urgence à tourner la page. C'est ce que cherchent les accords d'Évian. Il ne s'agissait pas de se tourner le dos les uns aux autres. Il s'agissait au contraire d'envisager un avenir entre les deux pays indépendants et souverains. La France parvient à sauver ses intérêts économiques en Algérie. Elle pourra poursuivre ses essais nucléaires et l'exploitation des hydrocarbures au Sahara. En contrepartie, les Algériens pourront continuer à aller travailler librement en France. Une autre question fondamentale de ces accords, c'est le sort des 600 000 Français qui veulent rester vivre en Algérie. S'ils optent pour la nationalité française, ils deviendront des étrangers. Donc, est-ce qu'on peut garantir pour eux un certain nombre de protections? Les accords d'Évian fixent des protections pour cette minorité. Le 18 mars au soir, le cessez-le-feu est décrété. Les accords d'Évian mettent officiellement fin à la guerre et à 130 années de colonisation en Algérie. Ce sont des déclarations presque de bonnes intentions, avec le sentiment du côté français qu'on a évité le pire, mais du côté algérien, on a réussi à avoir notre indépendance. Maintenant, une fois qu'on aura notre indépendance, on fera ce qu'on voudra.
On aurait pu croire que cette page était définitivement tournée, mais ces accords sont immédiatement contestés par les ultras de l'Algérie française, réunis au sein d'une organisation clandestine, l'OAS, un groupe paramilitaire qui espère saboter le processus de paix. Il s'engage alors dans un combat dévastateur, la politique de la terre brûlée. L'OAS a connu, je dirais, sa période la plus démente. Je me souviens du port d'Oran en flammes, tous les édifices publics incendiés, des obus de mortier pleuvant sur la ville musulmane. L'OAS décide vraiment de, comme ils le disent à cette époque, laisser l'Algérie dans l'état de 1830. Donc on va effacer la trace de la France en Algérie. L'organisation multiplie les attentats, les attaques de banques, les assauts au bazooka et les exécutions sommaires. La folie destructrice de l'OAS rend impossible l'arrêt des violences entre indépendantistes et partisans de l'Algérie française. Face à cela, une partie du FLN va elle aussi compromettre le processus de paix. Ils en veulent tout d'abord aux Harkis, ces Algériens qui ont rejoint l'armée française et qu'ils considèrent comme des traîtres. Quelqu'un qui a collaboré contre vous, vous ne pouvez pas aller l'embrasser. Voilà le problème. Le jour du cessez-le-feu, les Harkis ont été désarmés et leur unité dissoute. Désormais, ils sont livrés à eux-mêmes, sans moyen de défense. Les accords d'Évian n'ont rien prévu pour eux. De Gaulle considère qu'on soit harki, qu'on ait pris les armes du côté de la France, c'est pas, pour lui, c'est pas important. Il n'en veut pas parce qu'il considère la population algérienne comme inassimilable à l'esprit français. Il dit même qu'il faut se débarrasser de ce magma, en parlant des harkis. L'armée française les abandonne à leur sort en disant ce sont des Algériens, ils vont retourner dans leur village et tout va se passer comme avant. C'était une folie de croire ça, mais ils l'ont cru. Nos parents, ils ont été désarmés et on est resté sur le lieu. Et c'est là où les FLN ils sont rentrés et il y a eu les représailles qui ont été faites aux Harkis. À l'époque, Hassen Arfi n'est qu'un enfant. Il vit dans une caserne depuis que son père s'est engagé aux côtés de l'armée française. Mais les soldats sont partis. Et le FLN en profite pour régler ses comptes avec les Harkis. Ils ont pris tous les Harkis, certains ont été tués sur place et ils ont été frappés, torturés, et dont mon père en faisait partie. Et malgré mon jeune âge, que j'avais 5 ans, je voyais ces faits. J'ai assisté aux scènes quand ils ont massacré, torturé les Harkis, mais même leurs femmes, leurs enfants, et ainsi de suite. Ils n'entraient pas dans les détails. Que Harki ait fait du mal ou pas, il avait été Harki, donc c'est un traître et s'est battu contre son peuple. À partir du printemps 1962, des dizaines de milliers de Harkis sont retrouvés morts ou portés disparus. Mon père il a été emprisonné par le FLN. Nous, on a pu s'enfuir, on a été chez de la famille. On était terrés avec la peur et ainsi de suite. On a été chez mon grand-père, où carrément on vivait dans un trou, il nous cachait dans un trou. La famille Arfi finit par trouver refuge dans un camp de l'armée française. Et pendant des mois, les militaires ont vu arriver des familles. Ils les ont reçus, ils les ont abrités, même si parfois c'était sous des tentes ou des petits baraquements, mais ils les ont tout de même accueillis, donc sauvés des massacres.
Les harkis ne sont pas les seuls à subir les représailles du FLN. Malgré les accords d'Évian, les enlèvements et disparitions d'anciens Français d'Algérie se multiplient. Et pour tous ceux qui espéraient encore pouvoir rester, une date va marquer un tournant irréversible. Le 5 juillet 1962, l'Algérie fête officiellement son indépendance. Le pays est en liesse. Pourtant, à Oran, la manifestation va dégénérer. On a vu arriver sur des camions des populations algériennes qui criaient « Nous sommes des Arabes ». Ça faisait un effet particulier dans la rue d'Arzeux, qui était habitée essentiellement par des pieds noirs, souvent d'origine espagnole. Des éléments de cette manifestation vont se livrer à une chasse à l'Européen pendant toute la journée du 5 juillet. Ils sont armés, donc ils mettent des Européens dans des camions, et là on les exécute, on les torture, on les enfouit dans des fosses communes. Quelque part, c'est une éradication ethnique du pays. Les Algériens veulent un pays sans colons, comme les colons voulaient une Algérie sans donner droit aux Algériens. Cette journée sera la plus meurtrière de la guerre d'Algérie. 600 Européens et une centaine d'Algériens seront tués ou portés disparus. Pour les Français qui voulaient rester, le doute n'est maintenant plus possible. Il faut fuir au plus vite. À l'été 1962, commence l'exode des rapatriés d'Algérie. On les appelle les Pieds Noirs. Moi, mes grands-parents, ils étaient instituteurs, issus de milieux très modestes. S'ils avaient pu continuer à vivre à Oran, ils l'auraient fait. S'ils avaient pu mourir là-bas, ils l'auraient fait également. La métropole, ils y avaient été 2 fois, 3 fois, mais finalement, ils la connaissaient très très peu. Ils vont alors embarquer dans des bateaux surchargés, avec seulement quelques valises. Ils laissent leur vie, leurs souvenirs et leurs morts. Et c'est-à-dire tout, finalement. Tout. Tout le cadre affectif qui fait une vie. Entre avril et septembre 1962, 650 000 Pieds Noirs débarquent en France. Personne n'avait imaginé, ni anticipé, une telle marée humaine. Nous n'étions jamais venus en France avant 1962, comme la plupart des Français d'Algérie. Donc pour nous, quand on nous a collé l'étiquette rapatriés, ça ne voulait pas dire grand-chose, hein. Moi je dis toujours, on a été patriés, parce que la patrie était quelque chose de totalement artificiel, totalement désincarné. La France était une patrie de manuels scolaires et de passeports, c'est tout. L'État français n'a pas prévu. L'État français pense qu'ils sont nés là-bas, donc ils vont rester. Et qu'il ne va rien se passer avec la nouvelle Algérie, hein, l'Algérie indépendante. Dès leur arrivée à Marseille, principal port d'accueil, les rapatriés d'Algérie ne se sentent pas les bienvenus. Dans le port de Marseille, la CGT met les pieds noirs à la mer. Ou retournez dans votre pays. Même le maire de la cité phocéenne, Gaston Defer, leur fait comprendre dans la presse qu'il ne veut pas d'eux. Defer est d'une violence absolue sur ces questions-là. Quand les Pieds Noirs arrivent à Marseille, il les insulte quasi en disant c'est un peu comme la lèpre qui arrive d'Orient. Il dit Marseille, quelque part, est la poubelle de l'histoire et a récupéré tous ceux que la guerre d'Algérie n'a plus voulu. Nous, à chaque récréation, on se battait parce qu'on se faisait insulter. Vous êtes venus me prendre le pain des Français, retournez chez vous, vous êtes des Arabes. Enfin, l'accueil a été catastrophique.
Progressivement, les Pieds-Noirs vont s'installer dans tout le pays et s'intégrer à la société française. Mais beaucoup d'entre eux gardent la nostalgie d'un paradis perdu. C'était un pays nouveau. Certes, on parlait la même langue, mais c'est à peu près tout ce qu'on avait en commun. Donc, il a fallu découvrir les codes, le mode de fonctionnement et la vie au quotidien. Et ma mère a toujours dit « chez nous pour l'Algérie et ici pour la France ». Et on ne peut pas lui faire dire « chez nous pour la France ». C'est pas possible. Mon grand-père, il est arrivé en France, il avait 42 ans, et cet exode, cette expatriation, ça a été une blessure qui n'a jamais guéri. Mon grand-père s'est noyé dans la mélancolie toute sa vie. Il ne s'en est jamais remis. Si la France n'a pas voulu accepter les Pieds-Noirs, elle veut encore moins des harkis, rapatriés clandestinement dans des cargos de marchandises. On les débarquait de nuit dans le port de Marseille pour les emmener dans les massifs forestiers pour que surtout on ne les voit pas. Ne pas voir cette histoire dont on a tourné la page. Ils ne voulaient pas de nous à Marseille. Certains croyaient qu'ils allaient retourner en Algérie, sauter avec leurs valises du bateau. Il y a un caractère important, c'est l'invisibilité. Quand ils arrivent en France, il ne faut pas qu'on les voie. Pendant 2 ans, plus de 20 000 personnes transitent par le camp de Rivesaltes, où ils vont traverser le glacial hiver de 1963, sous des tentes et dans des conditions d'hygiène déplorables. Ma mère avait accouché du 5e enfant, sous la tente. On a eu un frère qui est décédé à la naissance, et on l'a enterré dans un terrain vague, on ne sait même pas aujourd'hui où est-ce qu'est la tombe. 6 mois plus tard, la famille Arfi est affectée au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard. Elle va rester ici pendant 14 ans. Il était interdit de rentrer ou de sortir, sauf par permission. On n'avait pas accès à l'extérieur. Il y avait grillage barbelé, poste Mirador, couvre-feu à 22h, 700 familles, 3000 personnes sous un régime carcéral. On était comme des prisonniers. Il y avait les WC publics, il y avait des douches publiques aussi, mais les douches, elles étaient une fois par semaine. Les harkis n'ont pas le droit de quitter le camp, même pour aller à l'école. Les enfants reçoivent sur place une éducation incomplète. On n'a pas fait l'école de la République. C'était des livres de la colonisation. Et on nous a infligé un grave handicap, et l'handicap, on le ressent maintenant. Les hommes sont affectés à des tâches ingrates. Et beaucoup d'entre eux, détruits par ces humiliations successives, s'enferment dans le silence. Dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, ils ne parlaient pas de la guerre d'Algérie. Il y avait un silence total entre les enfants et les parents. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans la dépression, dans la folie. La plupart, c'était des alcooliques. Le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, c'était un asile psychiatrique, sauf qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Au printemps 1975, 13 ans après leur arrivée en France, ce sont les enfants des camps de harkis qui finissent par se révolter. Ils organisent une mutinerie armée contre l'administration des camps et prennent les directeurs en otage. Et commencer d'abord, il faut obéir dans la vie. Justement, on obéit, mais on a trop obéi. Ça fait 13 ans qu'on obéit, 13 ans qu'on obéit. C'est normal qu'il faut se réveiller quand même, non? Ça fait 13 ans qu'on vous obéit. Ouais, des phrases. Au mois d'août 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing annonce la fin de la politique des camps et leur fermeture. La première fois que je suis sorti du camp, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans.
Je me dis, mais le cas de Saint-Maurice l'Ardent, c'est pas possible que c'était la France. Après l'indépendance, les relations entre la France et l'Algérie sont plus tendues que prévu. L'Algérie du président Boumedienne prend ses distances et décide de nationaliser son pétrole. Un coup dur pour les intérêts français. De son côté, la France ne tient pas réellement ses engagements sur la libre circulation des Algériens vers la métropole. Avec la crise économique des années 1970, c'est la question migratoire qui devient source de crispation entre les deux pays. Marseille, 14 décembre 1973. Une bombe vient d'exploser au consulat d'Algérie, en plein centre de la ville. L'attentat revendiqué par un groupuscule d'extrême droite fait 4 morts et 12 blessés graves. Depuis quelques mois, les crimes racistes contre des Algériens se multiplient en France. Vous voyez la forte émotion qui étreint l'ensemble de la colonie algérienne de Marseille. Il y a eu plusieurs dizaines d'attentats en France pendant que j'étais ambassadeur ici. Et on n'a jamais, au grand jamais, découvert les auteurs et puni ces auteurs. Je vais prendre contact avec mon gouvernement, qui s'est réuni du reste, et qui prendra les mesures. 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, elle semble se rejouer dans la cité phocéenne. Ce jour-là, la communauté algérienne, sous le choc, s'est réunie pour protester contre cette violence xénophobe. Ce sont des criminels, racistes, qui agissent en toute impunité. Et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été arrêté. On tue d'une certaine manière pour faire payer la perte de l'Algérie. C'est une manière d'expurger ce qu'a été le passé colonial de la France en Algérie. Faire payer aux Arabes qui vivent ici la défaite de là-bas. Le quotidien local, le Méridional, alimente ce climat de haine. À l'occasion d'un fait divers impliquant un Algérien, son rédacteur en chef s'autorise un éditorial extrêmement virulent. Nous en avons assez. Assez des voleurs algériens. Assez des casseurs algériens. Assez des fanfarons algériens. Assez des violeurs algériens. Assez des proxénètes algériens. Assez des fous algériens. Assez des tueurs algériens. Une violence verbale et criminelle qui jouit alors d'une totale impunité. C'était l'héritage du permis de tuer qui avait été donné à 1 300 000 appelés pendant la guerre d'Algérie. On pouvait tuer le bougnoul. Voilà. Tuer les Algériens, c'est normal. Cette flambée de racisme coïncide avec un changement de contexte économique. Le choc pétrolier de 1973 marque le début de la crise et du chômage. Les travailleurs algériens, bienvenus dans la France prospère des années 60, n'y sont plus désirés. Le président Giscard d'Estaing ferme les frontières aux travailleurs immigrés. Giscard va attribuer très vite le fait qu'une partie du chômage serait due aux travailleurs immigrés présents sur le sol français, dont beaucoup viennent d'Algérie. Donc il va mettre en place des dispositifs pour restreindre cette immigration. Le chef de l'État mise sur le rêve de retour au pays des travailleurs immigrés et leur propose en 1977 une prime d'aide au retour. Pour les convaincre, un film est même diffusé à la télévision, en français et en arabe. Peut-être souhaiteriez-vous, si vous en aviez les moyens, retourner chez vous, dans votre pays, pour vous y réinstaller. Le gouvernement vous offre cette possibilité en vous proposant une aide au retour. Vous percevrez 10 000 francs pour vous-même et 5 000 francs pour chacun de vos enfants mineurs si vous retournez dans votre pays avec toute votre famille, conjoints et enfants mineurs compris. Commence à naître cette idée, il y a trop d'immigrants en France.
C'est les années Giscard, qui va commencer avec la notion du grand retour. Il faut que chacun rentre chez soi. Et l'immigré algérien va devenir l'emblème même de l'immigré qui n'a rien à faire ici. On ne percevait que comme des bras, ceux qui ont construit nos routes, nos immeubles, etc. On n'a pas remarqué que ces migrants étaient venus avec leurs femmes et leurs enfants, qu'ils étaient des hommes, faits de chair et de sang, d'émotions, qu'ils venaient avec leur culture et qu'ils avaient peut-être créé ici un attachement, des racines, un projet de vie. Mon père, il était sûr de repartir avec un peu d'argent, construire une maison au pays. Et je pense qu'un jour, mon père a compris que ses enfants n'étaient pas tout à fait algériens, pas que algériens, qui grandissaient. Et que ça allait être très difficile de prendre toute la famille, de repartir au pays, quoi. Et surtout, rien ne les attend en Algérie. Où aller, pourquoi faire exactement? Et c'est l'effondrement du mythe du retour à cette époque. Finalement, très peu d'Algériens répondront à cette incitation au retour. Dans ce contexte de crise économique et de recrudescence du racisme, apparaît en France un nouveau parti qui mêle étroitement lutte contre l'immigration et nostalgie de l'Algérie française. Ce parti, c'est le Front National. Et d'un coup, on voit émerger une nouvelle force politique qui a un discours central, anti-immigré, et une idée majeure, nous ne perdrons pas deux fois la guerre d'Algérie. Il est non moins certain aussi que dans le courrier, le nombre de gens qui demandent notre position vis-à-vis des arrivées clandestines d'Africains et de Nord-Africains, ça dépasse la norme moyenne. Il y a une inquiétude. Toute l'histoire de ce parti est liée à une volonté de revanche sur cette guerre d'Algérie. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. On leur a rendu l'Algérie, ils ne vont quand même pas rester en France, hein, qui nous rendent la Canebière, qui nous rendent les quartiers qu'ils occupent. Il est sûr que le discours hostile à la présence des Maghrébins en France, et surtout des Algériens, a été un des grands carburants de développement du Front National. Mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. C'est l'ancien parachutiste volontaire, Jean-Marie Le Pen, qui prend la tête du Front National. En 1974, il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Il faut régler le problème de l'immigration étrangère. Car j'affirme que c'est l'immigration étrangère massive qui rompt la loi du marché de l'offre et de la demande en ce qui concerne les salaires manuels, que les travailleurs immigrés dont je parlerai tout à l'heure, plus précisément et clairement, sont utilisés pour peser sur les prix de la main-d'œuvre salariée française et la maintenir au prix le plus bas. C'est l'époque où il a encore son bandeau sur l'œil. C'est l'époque où il use encore de ses photos de para en Algérie. C'est l'époque où il est très fier de raconter qu'il a torturé. C'est l'époque où il dit « je suis un grand Français parce que j'ai voulu sauver l'Algérie française ». Il n'y a que les gauchistes, il n'y a que les sots pour croire que le monde est né avec eux. Pour cette première élection, le score de Jean-Marie Le Pen est dérisoire. 0,75% des suffrages. Mais il va occuper, au fil des années, une place de plus en plus importante sur la scène politique française. Face à son discours, une autre voix s'élève en France. Le 15 octobre 1983, une trentaine de militants, issus de l'immigration algérienne, entourés de Français et d'autres Maghrébins, entament depuis Marseille une longue marche à travers la France. Une marche pour l'égalité et contre le racisme. Leur père s'était muré dans le silence, mais eux, fils et filles de la seconde génération, décident de se faire entendre. Là, on commence à être de plus en plus visible au moment où nos parents et nos familles sont de plus en plus délégitimés économiquement. Parce qu'il n'y a plus de boulot. Et nous, malheureusement,
C'est au moment où on est là le plus présent dans la cité, des millions. On est dehors, là, on joue au foot, on occupe l'espace public. Je veux recommencer ma vie. Alors les Français nous disent à nous, rentrez chez vous. Mais moi non, j'habite là, je suis dans ton immeuble, là, je suis ton voisin. Mais on s'en fout, tu dégages. Mais je ne peux pas retourner dans mon pays. Je suis né là. Parmi les initiateurs de la marche, le père Christian Delorme, alors jeune curé très impliqué dans la défense des populations immigrées. C'est une période très noire, hein, les années 80 à 84. Il y a plusieurs dizaines de jeunes qui sont tués chaque année. Des jeunes qui ont voulu prendre un autoradio, enfin voilà, un voisin tire, etc. On oublie qu'il y avait ce climat-là aussi. Ils se sont dit, c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça, à compter nos morts. Et donc là, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Voilà ce qui nous motive aujourd'hui, rassembler tous ceux qui veulent construire avec nous une société plus juste, une société fraternelle. Oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. Et il fallait aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la société française, que cette jeunesse, en effet, désormais est incontournable, qu'elle est une part de la société française. Cette marche, partie dans une relative indifférence, traverse 50 villes et villages sur 1500 km. Pourquoi défilez-vous? Je défile parce que je ne suis pas raciste. Je suis antiraciste. On a vu au fur et à mesure des gens sur les routes s'agréger à eux. C'était porté par la population française aussi. Et c'est ça qui était beau. Et quand ils arrivent à Paris, le 3 décembre 1983, plus de 100 000 personnes les accompagnent. Je me dis qu'on n'est pas seul et que le peuple français, c'est pas le beauf qui tire aux fenêtres avec les mains dans le riff. C'est aussi tous ces gens-là, là, c'est formidable. Les marcheurs sont reçus par le président de la République. François Mitterrand décide d'accorder une carte de séjour de 10 ans à tous les travailleurs immigrés. Le combat pour l'égalité est loin d'être gagné, mais cette marche donne un nouveau visage à tout un pan jusqu'alors relégué de la population française. Émerge de cette marche toute une génération qui a soif de s'exprimer. Elle prend la plume, elle prend le stylo pour faire de la bande dessinée, elle prend la caméra, et de nombreux jeunes ont bénéficié de cette marche pour faire leur premier pas. Donc il y a une espèce de culture positive des banlieues qui émerge à ce moment-là. Sur les écrans de télévision et sur la scène culturelle apparaissent soudain des figures issues de l'immigration, comme l'humoriste d'origine algérienne Smaïn, qui rencontre le succès en 1986 avec son one-man show, A Star is Born. Cher Francis, cher François, vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Merci. Il faut augmenter le pouvoir d'Aïcha. Toi aussi, tu la connais? Quand je disais il faut augmenter le pouvoir d'Aïcha, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a à la fois un mot maghrébin, arabe, et un mot français. Ça signifiait aussi, dans l'inconscient collectif, qu'il y avait deux identités, une espèce d'entrechoc verbal comme ça. La réalité, c'est qu'on est des deux bords et des deux rives de la Méditerranée. Nous prendrons aussi des mesures pour une meilleure politique agricole, pour que nous puissions tous profiter de nos denrées alimentaires. Tous moutons, tous poulets, tous cochères. Quand je me suis retrouvé à l'Olympia,
sur le fronton de l'Olympia. Il n'y avait pas écrit Pierre-François, il y avait écrit Smaïn, avec un I tréma. Et un journaliste avait dit à l'époque que je valais 10 colloques antiracistes. Voilà. Ça s'insérait dans la société française, c'était aussi ça, c'était cette réussite. Aujourd'hui, je me sens algérien de naissance et français de reconnaissance. Alors qu'en France, la deuxième génération sort du silence, la situation se complique en Algérie. Depuis l'indépendance, le FLN est aux commandes du pays, mais en 1991, au premier tour des élections législatives, les islamistes prennent l'ascendant. Le pouvoir militaire décide d'interrompre brutalement le processus électoral et la situation dégénère. Face au FLN, le groupe islamique armé, le GIA, sort les armes. 30 ans après l'indépendance, l'Algérie replonge dans la guerre civile et la France va être entraînée, malgré elle, au cœur de ce conflit. Le 24 décembre 1994, alors que la France s'apprête à fêter Noël, la cellule de crise du Quai d'Orsay se réunit en urgence. En France, le commando réclame maintenant du kérosène pour gagner Paris. Les négociations se poursuivent. Marc Berdugo. En fin de matinée, à l'aéroport d'Alger, 4 terroristes qui se revendiquent du GIA, déguisés en policiers, se sont introduits dans le vol d'Air France en direction de Paris. Ils tiennent en otage 220 passagers et membres d'équipage. Ça, c'est quand même terrifiant. Un avion entier pris en otage, par qui? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas très bien, il y a du mystère. Les revendications des preneurs d'otages sont très compliquées. Ils réclament la libération de quelqu'un qui n'est même pas détenu en France. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. D'ailleurs, la France va se plaindre à plusieurs reprises qu'il y a très peu d'infos qui arrivent par les Algériens. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas officiellement les exigences du commando, mais des sources algériennes affirment qu'il s'agirait d'un groupe d'islamistes qui demanderait notamment... Les pirates veulent décoller pour rejoindre Paris, mais les autorités algériennes refusent. En début de soirée, 3 passagers sont tués, dont un jeune Français, cuisinier de l'ambassade de France à Alger. Le gouvernement français finit par taper du poing sur la table et Édouard Balladur appelle en personne le président algérien, Lamine Zerbal, en lui disant « On va traiter ça avec nos gendarmes, on sait faire. Si vous ne laissez pas décoller pour qu'on essaie de traiter le problème, on va dire au monde entier que vous nous prenez en otage. » 40 heures après le début de l'attaque, le président algérien finit par laisser l'Airbus décoller vers la France. Une fois posé à Marseille, le GIGN va donner l'assaut. Les 4 terroristes se réfugient dans le cockpit et tirent à travers la cloison. Le copilote, lui, saute par le hublot. Pendant ce temps, les passagers sont évacués par le toboggan de secours. Après 56 heures de captivité, les otages sont libérés par le GIGN et les 4 terroristes abattus. Là, l'opinion française a découvert ce problème de l'islamisme et du terrorisme à travers l'affaire algérienne, le FIS puis le GIA à ce moment-là. Mais c'était le début de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelques mois plus tard, à l'été 1995, le GIA revendique une série d'attentats sur le territoire français. Le plus meurtrier d'entre eux est une bombe qui explose à la station RER Saint-Michel, le 25 juillet. Il fait 8 morts et 117 blessés. Ces attentats révèlent un nouveau visage du terrorisme islamiste. En l'occurrence, celui d'un enfant d'origine algérienne de la banlieue lyonnaise. Il s'appelle Khaled Kelkal.
Il a 24 ans. Il est l'auteur présumé des attaques et devient à partir du mois de septembre 1995 l'homme le plus recherché du pays. La République découvre alors qu'elle peut engendrer ses propres ennemis de l'intérieur. C'est plus le temps de la marche de 83. Vous commencez à avoir des gamins qui se radicalisent par rapport au sentiment qu'ils ont de ne pas avoir leur place dans la société française. Ils ont bien compris que la couleur de leur peau et leur nom font qu'ils seront toujours à la marge de l'histoire. On se rend compte que le modèle d'intégration à la française, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on ne trouvera pas de solution. On rentre dans un modèle de société de l'exclusion. C'est le premier djihadiste de l'histoire de France, djihadiste tel qu'on l'entend aujourd'hui. Après 20 jours de cavale, le jeune fugitif est repéré dans les monts du Lyonnais. Le 29 septembre 1995, Khaled Kelkal est abattu près de Lyon, en pleine rue, devant les caméras de télévision. Quelques mois plus tard, un autre événement dramatique va susciter beaucoup d'émotions dans l'opinion publique. Lorsqu'une communauté française installée en Algérie devient la cible la plus inattendue de la guerre civile. Au soir du 26 mars 1996, les moines du monastère de Tibérine prennent leur dernier dîner d'hommes libres. Ces frères trappistes sont implantés dans les montagnes de Médéa, au sud d'Alger, depuis plus de 50 ans. Ils ont noué au fil du temps des relations très étroites avec la population locale. Mais avec la guerre, une grande partie des habitants de la région a basculé en faveur des islamistes, et la présence des moines dans une zone d'insurrection dérange désormais le pouvoir en place. Ils étaient embarrassants, parce que d'abord, ils étaient dans un endroit stratégique. Donc, ils étaient témoins de la violence, de part et d'autre. D'autant que les moines ont créé un dispensaire, le seul de la région, dont s'occupe frère Luc. Le frère Luc avait une formation de médecin, une formation médicale. Et quand il y avait des blessés, de quelque camp qu'ils soient, à quelque camp qu'ils appartiennent, il les soignait. Toute sa vie, il l'a fait, et pour lui, c'était son serment d'Hippocrate, hein, soigner quiconque est malade. Donc au monastère, le médecin qui soigne la population va accueillir des insurgés islamistes qui ont pris les armes contre le régime pour les soigner. Et ça, moi, les gens des services algériens que j'ai entendus m'ont dit « mais c'est inacceptable. Qui sont ces Français qui viennent soigner nos insurgés? C'est totalement inacceptable. » Depuis 2 ans, les militaires demandent aux moines de quitter le monastère pour raison de sécurité. Mais par solidarité avec la population, les moines refusent. Jusqu'à cette nuit, du 26 au 27 mars 1996. Vers 1h du matin, une vingtaine d'hommes armés se présentent aux portes du monastère. Ils ont frappé à la maison du portier, Mohamed, qui vivait là avec sa famille. Ils ont fait ouvrir le portail. Et puis, ils sont entrés et ils ont cherché les moines dans leur cellule. Les moines sont emmenés de force à l'extérieur du bâtiment et conduits dans un endroit tenu secret. Après 2 mois de silence, leurs têtes sont retrouvées non loin de Médéa. Tous les moines capturés ont été assassinés.
L'attaque a été revendiquée par le GIA. Mais à ce jour, toutes les hypothèses restent envisageables. Frère Luc m'avait toujours dit, si on est attaqué, ça ne sera pas par des islamistes. Je pense que cet enlèvement a été effectivement organisé à l'initiative des services algériens. Je le pense sans certitude, sans certitude. Et je pense que l'idée n'était pas que cela se termine par leur assassinat. L'idée était de les enlever, faire un faux enlèvement. L'armée les libère le lendemain ou quelques jours après, et on les met sur un avion pour Marseille. Puis ça a mal tourné. Alors où, quand, comment? Et à un certain moment, je pense que de toute façon, il n'était plus possible de conserver en vie les moines, tout simplement parce que les relâchés signifiaient la possibilité de connaître ceux qui avaient enlevé et ceux qui avaient détenu. Et sans doute que c'était gênant. Il y a eu toutes sortes de spéculations avec plusieurs thèses possibles, quoi. Il y a un phénomène de boîte noire parce que le système algérien est très intransigeant, très souverainiste, alors là, vraiment au sens premier du terme. Je peux vous dire qu'ayant eu accès à toutes les sources pendant 20 ans et étant même depuis quand même bien informé, moi je ne sais pas. L'affrontement en Algérie entre les islamistes et le régime a embarrassé tous les pays partenaires de l'Algérie. Alors spécialement la France qui a déjà un rapport compliqué avec l'Algérie du fait du passé. Comment se positionner, comment garder des rapports réalistes d'État à État pour 36 raisons avec l'Algérie. Donc c'est une intensification de la difficulté. Cette vague d'attentats montre à quel point la France reste indirectement impliquée dans le processus politique de son ancienne colonie. Avec un dilemme, fallait-il favoriser la démocratie, quitte à laisser les islamistes prendre le pouvoir, ou fallait-il continuer à soutenir le pouvoir militaire du FLN? Pour l'instant, la France cherche surtout la voie de la réconciliation sur son propre sol. Comment parvenir à faire vivre ensemble toutes ces communautés disparates issues de la guerre d'Algérie? L'espoir repose sur un événement sportif, un match de football symbolique. Le 12 juillet 1998, c'est une fête comme la France n'en avait pas connue depuis la Libération. Une marée humaine, 1,5 million de personnes réunies sur les Champs-Élysées, la communion de tout un peuple pour célébrer sa victoire. Le héros de ce moment historique, Zinedine Zidane, Français d'origine algérienne, né à Marseille en 1972 et auteur de 2 buts face au Brésil, qui offre à la France sa première Coupe du Monde. La Coupe du Monde de 98 a vraiment été un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, en termes de visibilité de la diversité, dans ce qu'elle pouvait apporter de mieux. C'était quand même absolument incroyable. Et puis, on y a cru. On y a vraiment cru. On a cru que c'était tous ensemble. 1 million de Français sur les Champs-Élysées qui crient « Zidane président », c'est quand même le meilleur symbole de la réconciliation. « 98, c'est le mythe absolu d'une intégration qui peut réussir. C'est la diversité qui devient emblème de la nation, et c'est incroyable de voir qu'on peut basculer d'un seul coup comme ça, après 3 ans après Kelkal, vers cette France qui réussit. Cette histoire tourmentée, qui lie la France à l'Algérie, a donc aussi engendré un Zinedine Zidane, qui devient l'idole, le symbole d'une France black-blanc-beurre, unie dans sa diversité. Jacques Chirac s'est levé, il a embrassé Michel Platini. Ça a été très utile, ça a rapproché les Français. Mais aucun effet de ce type n'est éternel, il faut aussi l'alimenter. Penser qu'une victoire de l'équipe de France, aussi diverse soit-elle, allait tout résoudre comme par miracle et allait faire que le chômage allait disparaître et que les banlieues allaient devenir des cités radieuses, non. Le football, c'est un moyen utile, c'est un outil, ce n'est pas une baguette magique. La Coupe du Monde aura un temps porté l'espoir d'une fraternité nationale. « 3 ans plus tard, un autre match a pour vocation le rapprochement des 2 pays.
C'est la première rencontre France-Algérie organisée depuis 25 ans, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre à New York. C'est un match amical, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est la fête entre deux peuples et c'est le match de la réconciliation au départ. Il a été pensé comme cela. Ce qui n'a jamais été possible va être possible à travers un match qui va sceller la réconciliation. Alors, lorsque la France et l'Algérie se retrouvent ce 6 octobre 2001 au Stade de France, les enjeux dépassent la simple rencontre sportive. Près de 11 millions de téléspectateurs sont devant leur poste ce soir-là, mais avant même le début du match, la Marseillaise est perturbée par des sifflets. Les Algériens sifflent la Marseillaise. Et ça, c'est l'histoire de la colonie, c'est l'histoire de la guerre, c'est l'histoire du rejet. Voir la Marseillaise siffler, moi j'en ai été vraiment choquée. Et puis, à la 76e minute, alors que les Bleus mènent 4-1, des supporters envahissent la pelouse du stade. Ah, il y en a d'autres qui arrivent là. Ils sont pour l'essentiel de jeunes Français d'origine algérienne. Avec un ballon, c'est stupide, voilà. C'est idiot, c'est crétin. Et il y en a maintenant qui déboulent là-bas, et c'est vraiment complètement regrettable. Alors le match est arrêté, et les joueurs sont impuissants. C'est le comportement tout simplement des supporters algériens. Ça continue de Un match perdu par l'Algérie au Stade de France, si emblématique. Ah, Fait rarissime, l'arbitre décide d'interrompre le match. Il n'y a pas d'incident majeur, aucun blessé sérieux, mais le geste spectaculaire de ces jeunes est interprété comme un acte lourd de sens. Les médias ont titré sur les enfants du divorce, ces jeunes franco-algériens qui ne pouvaient pas voir jouer la France et l'Algérie. Et là, c'est la fin du mythe de l'intégration réussie. C'est la fin de la France black, blanc, beurre. Ce match va devenir le symbole de la désintégration. Et là, on détruit totalement l'image d'une France de la diversité qui on semble gagner. Comment, pour la jeune génération issue de l'histoire tumultueuse de la France et de l'Algérie, vivre cette double identité comme une richesse plutôt que comme un conflit? La réconciliation des mémoires passe peut-être par l'apaisement de la relation entre les deux pays. Après 10 années de guerre civile algérienne, il faut en tout cas renouer ce lien sur de nouvelles bases. En mars 2003, Jacques Chirac vient rencontrer son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika. C'est le premier voyage à statut de visite d'État, le plus haut rang protocolaire depuis l'indépendance. 1 million d'Algériens accueillent le chef de l'État. Les drapeaux français sont brandis à côté du drapeau national. Chirac est vraiment accueilli comme une star. C'est une star en 2003. C'est une star parce qu'il y a eu, n'oublions pas, la guerre d'Irak. Il est une star parce qu'il a dit non à la guerre des Américains. Les deux présidents envisagent la signature d'un grand traité d'amitié pour enfin tourner la page d'années de tension. Mais ce traité ne verra jamais le jour. Compromis lorsqu'en 2005, une loi française veut mentionner dans les manuels scolaires le rôle positif de la colonisation. La mention sera finalement abrogée, mais Alger a pris acte et réclame maintenant des excuses publiques de la France pour la période coloniale. Un pas que Paris n'est toujours pas prêt à franchir. Les successeurs de Jacques Chirac feront eux aussi le voyage de l'autre côté de la Méditerranée. Mais les séquelles de l'histoire ne s'effacent pas. Oui, le système colonial a été profondément injuste, contraire aux 3 mots fondateurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais
il est aussi juste de dire qu'à l'intérieur de ce système profondément injuste, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui ont profondément aimé l'Algérie avant de devoir la quitter. Pour donner des gages aux Algériens, les présidents de la République reconnaîtront chacun à leur tour des pages sombres de la colonisation, mais aucun n'ira jusqu'aux excuses réclamées. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. En décembre 2017, Emmanuel Macron, devenu président de la République, retourne en Algérie. Et il se s'est attendu sur ce sujet brûlant. Lui qui, candidat, avait fait un pas décisif aux yeux des Algériens en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, va-t-il maintenant formuler les excuses tant attendues? On aimerait que la France assume son passé colonial vis-à-vis de l'Algérie, tout ce qui s'est passé. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur, je n'ai pas connu, mais Mais je sais, c'est pour ça que moi, je dis, on doit reconnaître. Mais il ne faut pas constamment que votre génération, la jeunesse algérienne, elle ne peut pas toujours regarder son passé. Elle doit aussi rouvrir une page d'avenir. J'ai dit qu'un crime contre l'humain avait été fait. Il fallait nommer et reconnaître. J'ai reconnu, mais maintenant c'est quoi? Je ne vais pas m'excuser tous les matins. Toi qui as 25 ans, 30 ans, tu n'as pas vécu ça. Pourquoi tu veux rester empêtré dans cette histoire, dans ce passé qui ne veut pas passer? On va tomber si on reste à ça. Le moment est venu, les conditions sont réunies pour qu'on arrive à parler autrement, de façon honnête, lucide, complète, historique, et pas à travers des manipulations politiciennes des mémoires, en fait. Quel que soit le mal qu'on s'est fait les uns aux autres, il faut bien non pas dire que non, ce n'est pas vrai, ça n'a pas eu lieu. Non, tout ça a eu lieu, malheureusement, il faut le constater, mais il faut regarder vers l'avenir. Il ne faut pas oublier son passé, mais ne pas en faire une condition de nos relations. Aujourd'hui, on doit pouvoir passer à autre chose pour construire à nouveau un imaginaire ensemble. Et je pense que si on arrive à le faire entre nos deux pays, c'est un trésor. Entre la France et l'Algérie, c'est une histoire d'amitié. Mais c'est une amitié blessée. Et les blessures que nous nous infligeons ne sont pas les blessures que s'infligent des ennemis. Ce sont des blessures telles que seuls savent s'en infliger des amis. Et si tous les Français, tous les Algériens en comprenaient la vérité, je pense que nous cesserions de nous blesser et nous travaillerions plus utilement à des causes qui en valent la peine. Alors aujourd'hui encore, cette histoire familiale, passionnelle, reste tourmentée, et cela au plus haut sommet de l'État, mais également à travers le destin de tellement de familles de chaque côté de la Méditerranée. Nous sommes toujours ici, à Marseille, avant de retrouver tout à l'heure le romancier Yasmina Khadra, une première histoire franco-algérienne avec vous, Samia Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous connaît comme responsable politique, vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône, ici à Marseille. Juste un mot sur ce lieu, ce hangar. Ici, en 1962 et dans les années qui ont suivi, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues d'Algérie. Ce hangar, il a été construit, je crois, par la société Eiffel en 1930. Et en fait, il servait pour accueillir tous les ferries, notamment les ferries d'Algérie et de Tunisie.
Et donc il est resté. D'ailleurs, vous pouvez Et constater. aujourd'hui encore. Encore, vous voyez ici encore Il est là. Ferry qui est là, Ferry Algérie, Ferry qui est présent. Donc il continue à accueillir les Algériens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée, car parfois on dit même que si on regarde bien, on voit presque les lumières d'Alger d'ici, quoi. Et on dit même que Marseille est la sœur jumelle d'Algérie. La sœur du même. On utilise souvent ce langage familial, tourmenté et passionnel entre la France et l'Algérie. On va revenir sur tout cela. Un cinquième des rapatriés d'Algérie s'installeront à Marseille. Cela veut dire aujourd'hui encore que cette ville respire cette histoire-là. Cette ville, elle ne peut que respirer cette histoire-là. La relation entre la France et l'Algérie, elle démarre de Marseille. C'est là que l'histoire se fait, elle ne se fait pas ailleurs. Et à partir de là, il est normal qu'effectivement, entre l'Algérie et la France, il y ait je dirais presque cette porosité, ce mélange, cette main tendue. Vous avez le sentiment que quand vous allez tendre la main, vous allez toucher l'Algérie. Mais d'une certaine façon, c'est ça. Quand on arrive ici, en 1962, on laisse derrière soi une histoire, une partie de sa vie. C'est plus qu'une histoire, on laisse sa famille, c'est un déchirement parce que pas toutes les familles entières sont venues en France. Une partie est restée, donc c'est un déchirement total. Un pays inconnu, une façon de voir qui est complètement différente. Et ça a été un déchirement pour moi, pour mes grands-parents, un vrai déchirement. Vos grands-parents, ils viennent s'installer ici pour quelque temps au départ ? Mes grands-parents sont venus avec la vague d'immigration pour venir reconstruire la France. Il ne faut pas oublier, la France avait besoin d'immigrer pour faire le travail que les Français n'avaient pas envie de faire, notamment de travailler dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, toutes les cités, tout ce que les routes, toutes les infrastructures qu'on voit aujourd'hui en France ont été construites par les Algériens, par l'immigration algérienne, une partie en tout cas. Votre berceau familial, c'est quoi ? C'est les Aurès ? Moi, c'est les Aurès, c'est l'est de l'Algérie, c'est les Berbères. Ils étaient quoi, vos grands-parents ? Ils étaient quoi, FLN ? Ils étaient FLN, oui, on est une famille d'FLN et on l'est encore, ouais. Les femmes comme les hommes ? Les femmes comme les hommes, elles étaient combattantes et oui, c'est une famille d'FLN. Aujourd'hui, après, quand ils sont restés installés ici, on parlait encore politique, on parlait encore de l'Algérie à la maison ? L'Algérie est toujours dans la bouche des Algériens. Je ne connais pas un Algérien qui se respecte, qui ne parle pas de l'Algérie. Mais à la limite, même alors quand je dis Algériens, c'est qui ? C'est les pieds noirs qui vous parlent toujours de l'Algérie. C'est les Juifs rapatriés qui vous parlent toujours de l'Algérie. C'est toute cette population, justement. Finalement, en Algérie, il y a eu tout le monde. Il y a eu les Algériens qui sont nés là-bas, dont c'est les racines. Il y a ceux qui se sont retrouvés aussi et qui sont nés là-bas parce que l'histoire a fait qu'ils sont nés en Algérie. Et finalement, ceux-là, ils sont revenus tous. Ils sont venus pour une partie à Marseille, France, en tout cas je parle pour Marseille, et quand je les écoute parler, ils sont plus algériens que moi, dans leur connaissance même de l'Algérie. Je voulais qu'on revienne sur les premiers mois de votre famille quand elle arrive ici. Elle s'installe dans des bidonvilles ? C'est plus que dans des bidonvilles. En fait, c'est simple. Les Algériens qui sont arrivés, enfin je parle pour ma famille, il faut savoir qu'on les a mis dans on appelle ça des baraques. Des baraques. Parce qu'en fait, c'est exactement comme vivent aujourd'hui les Roms. C'est les mêmes baraques dans lesquelles vivent les Roms. Des habitations de fortune. Et ensuite, on a créé des bidonvilles qui étaient juste un peu plus en dur, on va dire, mais où il n'y avait pas la salle de bain. Moi, j'ai vécu là-dedans. J'ai vécu dans un bidonville. Donc, c'est aussi... Quand vous alliez voir vos cousins qui étaient eux dans des HLM, vous découvrez ce que c'est qu'une baignoire. Moi, je veux dire, la première fois que je suis allée chez un de mes oncles, et il y avait la baignoire avec l'eau chaude. L'eau chaude. Vous imaginez pas ce que c'est que d'avoir l'eau chaude qui roule, quand vous ouvrez le robinet, l'eau chaude qui coule. Et la baignoire, parce que moi, je connaissais les bassines en fer dans lesquelles je prenais ma douche et au milieu de la salle à manger, parce qu'il n'y avait pas salle à manger cuisine américaine. On connaissait déjà ça, nous. Quelle est l'atmosphère dans ces années-là ? Est-ce qu'on est dans quelque chose de très et fondamentalement différent d'aujourd'hui ? Ah oui, complètement. D'abord, on était avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, je sais pas combien des Sénégalais. Il y avait je sais pas combien de nationalités. Ensemble. Tous ensemble. Sans communautarisme, sans séparation. Mais sans séparation aucune. On était tous ensemble. Quand on allait à l'école, moi, pourtant, je suis née dans un bidonville, mais j'ai pas connu la ghettoisation des écoles qu'on connaît aujourd'hui. Cette histoire franco-algérienne, je voudrais d'abord savoir comment vous la définiriez, vous ? Ce je t'aime, moi non plus. C'est finalement, c'est un amour le plus profond qu'on puisse avoir, parce qu'au fond, c'est ça. C'est-à-dire quand vous allez en Algérie, vous savez, si demain la France, je vais vous donner un exemple, je suis convaincue, mais alors à 1000%, c'est que si demain la France venait à être attaquée, les premiers qui seront là pour soutenir la France, ce sera les Algériens. Mais alors ça, j'en suis intimement convaincue.
Et quand vous voyez aujourd'hui les paraboles, quand vous allez en Algérie, les paraboles, elles sont tournées en France. Et quand vous êtes en France, dans les cités, les paraboles, elles sont tournées vers l'Algérie. Ces deux sœurs que vous définissez, qui sont devenues un peu des sœurs ennemies intimes en permanence. Oui. C'est je t'aime moi non plus. Oui, mais elles ont le droit Comment on en est arrivé à ça? Elles ont le droit de s'invectiver, je dirais, entre elles. Oui. Mais par contre, elles n'acceptent pas que finalement, c'est comme... Quelqu'un à l'extérieur vienne abîmer l'une ou l'autre. Et c'est là que peut-être qu'en France, on a aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que l'Algérie a besoin de la France, énormément besoin de la France. Mais la France a énormément besoin de l'Algérie. Comment faire cohabiter ce passé et ce déchirement finalement pour les Harkis, pour les Pieds-Noirs, pour les Algériens qui se sont installés ici? Qu'est-ce qui a manqué pour que cette cohésion se fasse? Parce que je pense que quelque part, on a été un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on n'a pas su poser les mots. On a mis sous cloche, on a écarté. Voilà. Je pense qu'il fallait expliquer, il fallait qu'il y ait des engueulades. On n'a pas voulu d'engueulades, on n'a pas voulu d'explications, on n'a pas voulu de débat sur ces questions, notamment de la guerre d'Algérie. À la fois côté français, à la fois côté algérien. Les deux, mais je mets des deux côtés, du côté français et du côté algérien. Donc c'est tout ça. C'est le fait d'avoir pas mis les mots là où il fallait, peut-être pas osé le débat, ou peut-être personne, c'était les non-dits. Et quand on reste dans des non-dits, c'est jamais bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a laissé des traces. Mais en même temps, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ne sont pas là-dedans. La jeunesse de Marseille que vous croisez, vous, dans les quartiers, la génération qui a encore, bien évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée, son histoire, elle ne pense pas à ça, elle est plus fracturée par cela, il n'y a pas cette blessure latente encore aujourd'hui, selon vous? Non, franchement, je vous assure que non. Vous savez ce dont ils ont besoin? C'est d'économie. Ce dont ils ont besoin, c'est de culture. Ce dont ils ont besoin, c'est d'échanger. Qu'est-ce qui fait que vous, il y a eu cette histoire familiale, cette pauvreté, ces bidonvilles, cette ascension, c'est l'école qui vous a sauvé? C'est quoi? C'est l'école de la République? Non, c'est l'éducation, c'est justement, c'est tout simplement l'instinct de survie. Hein. C'est l'instinct de survie, moi, qui m'a permis d'être ce que je suis. Mais peut-être aussi parce qu'en France, on n'accepte pas aussi la réussite. Et déjà, on n'accepte pas la réussite tout court en France. Mais la réussite de gens issus de l'immigration, on l'accepte encore moins. Et je suis bien placée pour le dire. Moi qui suis née dans ces bidonvilles, qui habite aujourd'hui dans les beaux quartiers de Marseille, j'entends encore des gens me dire « Mais comment elle a une belle maison dans les beaux quartiers de Marseille ?» Tant mieux si moi j'y suis arrivée, parce que c'est exactement ce que j'aimerais aussi pour les Marseillais, c'est qu'ils y arrivent et qu'on y arrive. Et donc, vous voyez, c'est aussi ce regard-là. Et je pense que cette frustration, elle est très forte chez les Algériens. Et plus forte chez les Algériens parce qu'ils ont le sentiment d'ailleurs que quand c'est les Algériens, quand il s'agit d'eux, c'est toujours plus, on regarde avec toujours un regard plus critique que si c'était pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il reste encore à écrire? Franchement, on a en France une responsabilité de faire attention, parce que cette génération, notamment qui est aujourd'hui d'origine algérienne, a aussi le fait d'avoir aussi cette sensibilité vis-à-vis de l'Algérie peut facilement aussi peut-être justement la porte d'échange, je dirais le trait d'union entre l'Algérie et la France. Et de ce point de vue-là, moi, j'espère qu'on va avancer très vite. Parce que de chaque côté, on arrête avec la sémantique, avec la quête du mot qui réparera, mais plutôt on a avancé. C'est ça qui fera la réparation, je vais dire. Elle ne se fera pas par des mots, par des textes. Pour moi, la réparation, elle se fera par l'économie et par le fait que l'Algérie soit tirée vers le haut. C'est ça qui permettra, parce que si l'Algérie réussit, c'est la France qui réussira, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste, on a juste à ouvrir la porte et ils sont là et on est là. Donc c'est ça qui est important. Merci Samia Ghali. Alors justement, combien d'histoires familiales ont été marquées par ces deux pays? La France et l'Algérie se mêlent pour les descendants de Pieds-Noirs, de Harkis, d'immigrés, ou tout simplement d'appelés du contingent. Bref, combien sommes-nous encore aujourd'hui à avoir quelque chose d'Algérie en nous? 3 minutes pour mieux comprendre. On regarde tout cela. Pourquoi avons-nous tous quelque chose en nous de l'Algérie? D'abord, parce que l'Algérie a fait partie de la France pendant 130 ans. L'Algérie, c'était des départements français bien avant l'Alsace et la Lorraine, alors forcément, ça crée des liens. C'est resté le 3e pays francophone au monde. En France, au moins 4 groupes de population ont un lien direct avec l'Algérie. Il y a tout d'abord les immigrés de nationalité algérienne. C'est la plus importante communauté étrangère dans l'Hexagone, derrière les Portugais. En 2015, selon l'INSEE, on comptait 790 000 immigrés d'origine algérienne. En utilisant de savants calculs de démographes et en tenant compte des seconde et troisième générations nées en France et donc de nationalité française, on estime à environ 2,3 millions les personnes issues de l'immigration algérienne. Viennent ensuite les Pieds-Noirs.
estimés à 1 million lors de l'exode de 1962, ils seraient avec leur descendance plus de 3,2 millions en France, selon une enquête IFOP de 2014. Quant aux Harkis, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, 90 000 d'entre eux seraient arrivés en France après 1962. Aujourd'hui, selon les associations qui défendent leurs droits, ils constitueraient une communauté de plus de 500 000 personnes. Mais il ne faut pas oublier les appelés du contingent. Ces jeunes Français qui avaient 20 ans entre 1954 et 1962 et qui ont été envoyés faire la guerre sans y être préparés. Ils étaient 1,3 million pendant la guerre et toujours grâce à nos savants calculs de démographes, on peut estimer qu'ils ont engendré 5 millions d'héritiers sur 2 générations. Et quand on additionne tout ça, ça donne près de 10 millions de Français, liés de près ou de loin à l'Algérie, soit un Français sur 6. Autant dire qu'il est difficile de ne pas se sentir concerné. Et voilà quelqu'un qui a justement en lui quelque chose de France et d'Algérie. Avec nous maintenant Yasmina Khadra, le romancier algérien le plus connu dans le monde. Plusieurs millions de lecteurs, traduit en 50 langues. Et le dernier roman publié chez Julliard, c'est Khalil. Bonsoir Yasmina Khadra, merci d'être avec nous ce soir ici, c'est moi qui vous remercie. À Marseille. Vous l'Algérien, qu'est-ce qu'il y a de France en vous? Peut-être la langue. La langue, les mots? La langue, parce que beaucoup de gens me demandent si j'étais passionné de littérature. Je dis je suis passionné de la langue que j'utilise. Et la langue que vous utilisez le plus, c'est le français? C'est le français, oui. Ces mots-là, ils résonnent avec vos souvenirs d'enfance, avec vos premières lectures aussi? Oui, avec mes toutes premières lectures. À l'époque, il n'y avait pas de livres pour enfants en arabe. Donc, on avait surtout des livres écrits en français, les contes, les livres illustrés et tout. Et ça a été pour moi la découverte d'un autre univers. Vous avez connu les rues d'Alger avec des noms français, avec des rues Aristide Briand, avec ce genre de choses. Qu'est-ce que vous gardez, vous, en vous, de cette époque-là? J'étais très jeune, mais je pense qu'il y avait une certaine histoire, une certaine mémoire. Il y avait des fantômes tapis dans les portes cochères. Il y avait pas mal de choses, mais je traversais ces rues comme on traverse le temps. Je ne savais pas ce que j'allais laisser derrière moi, ni ce que j'allais découvrir devant moi. En même temps, très vite, votre vie va basculer lorsque votre père vous amène à l'école des cadets pour devenir militaire. À quel âge? 9 ans. À 9 ans? Oui, 9 ans. C'était un moment... Vous laissez derrière vous votre enfance à ce moment-là? Absolument tout. Lorsque la porte de cette forteresse était refermée derrière moi, pour moi, c'était un monde qui venait de disparaître. Mais en même temps, j'ai découvert un autre monde, celui des orphelins de la guerre, celui des militaires. Et j'étais trop jeune pour... C'est là, dans cet univers-là, que vous commencez à découvrir l'histoire de votre pays, l'histoire mouvementée de ce pays? Oui, absolument. Déjà, quand on était jeune, on nous parlait de la guerre, on nous parlait de l'avenir de l'Algérie, on voulait faire de nous une élite. Vous étiez au milieu de tout, au milieu de cette guerre qui est en train de se jouer? Moi, je garde un souvenir assez particulier de la guerre, puisque j'ai le crâne fracassé par un coup de crosse. J'avais 3 années, c'était une maladresse d'un soldat français qui était venu perquisitionner chez nous parce que mon père était officier de la LN et il était recherché partout. Oui, en voulant repousser ma mère qui était très, très costaude et qui était agressive, bon, il m'a fracassé le crâne. Voilà, c'est par ce petit trou qu'est entrée la lumière de mon esprit, peut-être. Ce qui est très touchant, c'est que le lendemain, le soldat est revenu avec un cadeau et c'était un Mickey Mouse en caoutchouc pour se faire pardonner. Toute l'histoire est un peu résumée là de nos relations. Oui, peut-être. Un peu de violence, de la colère et finalement de la réconciliation, de l'amour. C'est ça l'histoire franco-algérienne, elle n'est faite que de ça? Elle est faite surtout d'une projection assez saine de l'avenir, j'espère. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils veulent vivre tout simplement. Ils veulent avoir les moyens de leurs rêves, de leurs ambitions. Ils veulent recouvrir une certaine quiétude que nous avons perdue, nous, notre génération, à cause justement de ce traumatisme historique. Mais l'histoire reste l'histoire quand même. On ne peut pas concevoir un avenir ou un futur sans se référer à l'histoire. D'ici Marseille, regardez de l'autre côté de la Méditerranée. Vous lui dites quoi à la jeunesse qui est de l'autre côté en Algérie aujourd'hui? Ce que je lui dis toujours, qu'elle est fabuleuse. C'est une jeunesse merveilleuse qui a en elle une force inouïe. Il faut vraiment connaître ce peuple parce qu'il est généreux, ce qui est extraordinaire pour un peuple qui a souffert pendant 2000 ans. Ils sont très intelligents, ils ont une certaine lucidité, mais ils sont excédés. Ils sont excédés parce qu'ils avaient tellement fait confiance à ceux qui les gouvernent
qu'à chaque fois, ils ont été déçus et le fait d'être séduits et abandonnés les a un petit peu laminés. Mais au fond d'eux reste cette flamme. Moi, je suis absolument certain que ce pays va s'en sortir. Et si on traverse la Méditerranée, on arrive ici, à Marseille, qu'est-ce que vous lui adressez comme message à cette jeunesse qui a des origines algériennes? Ce que je dis toujours, soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous êtes français, soyez fiers d'être français. Si vous êtes algérien, soyez fiers d'être algérien, c'est tout. Parce que la véritable vocation d'un être humain, c'est d'être utile aux autres et soyons utiles aux gens que nous aimons. Ils sont utiles, ces mots, pour vous, l'homme de lettres, quand la France a fait acte de repentance, a reconnu le mot guerre et non plus celui de opération de maintien de l'ordre, comme ça a été employé pendant des années, le mot torture qui a été entendu par les plus hautes autorités de l'État. Ils étaient importants, ces mots-là, pour réparer, pour soigner? C'est très, très important, oui. Il faut savoir dire pardon. Il faut toujours, moi, quand je fais une faute avec quelqu'un, je lui présente tout de suite mes excuses. Ce n'est pas une honte, c'est de la noblesse. C'est de la noblesse et c'est surtout de la lucidité. Et puis, sincèrement, du côté algérien, ils n'attendent pas grand-chose. Ils n'attendent pas de repentir. Ce qu'ils attendent, c'est tout simplement accéder à cette chose idéale qu'on appelle une Algérie heureuse. Voilà. Est-ce que l'Algérie n'est-elle pas finalement restée figée dans cette glorieuse période de l'indépendance, dans cette gloire-là, et n'a pas franchi cette étape et resté un petit peu figé dans cette histoire? De quelle Algérie s'agit-il? Celle des anciens ou celle des nouvelles générations? Les anciens, oui, ils s'accrochent parce que quand même, c'est un petit peu des lauriers et c'est une sorte de légitimité qui leur permet d'être là alors qu'ils devraient être ailleurs. Mais la nouvelle génération, elle attend beaucoup d'elle-même. Elle veut construire son pays par elle-même et ça, c'est extrêmement important. Il y a eu une période particulière. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, vous avez essayé de vous présenter. Oui. Vous avez demandé des soutiens, vous ne les avez pas eus. Vous alliez vous présenter face à Bouteflika. Oui. Écoutez, moi, je savais très bien à qui je m'adressais, ce que j'affrontais. Je suis celui qui a le mieux disséqué le système algérien à travers mes livres. Mais je voulais aller juste pour crier mon désaccord et espérer voir une jeunesse algérienne reprendre en main sa propre destinée. Je savais très bien que je n'allais pas réussir quand même. On ne peut pas faire une campagne même présidentielle sans être autorisé à parler au public. C'était interdit les meetings, c'était interdit de rencontrer des gens. Donc comment peut-on convaincre si on ne peut pas communiquer? Vous la définiriez comment, cette relation entre la France et l'Algérie? Je pense qu'elle est hésitante. Elle est pleine de méfiance. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Et puis, on perd du temps. Nous sommes en train de perdre un temps terrible parce que quand même l'Algérie, c'est un pays quasi continental. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et si on pouvait vraiment être dans un partage équitable, dans une vraie coopération, je crois qu'on pourrait faire beaucoup d'heureux. Je vais vous lire des mots. Il n'y a plus de discussion possible. C'est le combat aveugle où la France décide d'ignorer l'arabe, même s'il le sait, quelque part en lui-même, que sa revendication de dignité est justifiée. Et l'arabe décide d'ignorer les Français, même s'il sait, quelque part en lui-même, que les Français d'Algérie ont droit aussi à la sécurité, à la dignité, sur notre terre commune. Enfermé dans sa rancune et sa haine, personne alors ne peut écouter l'autre. Cela date de c'est Albert Camus, 1956. Oui, oui, oui. Ces mots, ils résonnent encore aujourd'hui, parfois. En sourdine, parce sourdine. Que sincèrement, en Algérie, on a dépassé cette étape. Sincèrement, on veut vraiment accéder à quelque chose qui pourrait nous aider à forcir, à nous émerveiller, à l'émancipation tout simplement. Et on attend beaucoup justement d'une coopération saine. Je dis vraiment une coopération saine. Ce couple franco-algérien, il a encore beaucoup de choses à faire ensemble, à vivre ensemble. Oui, beaucoup d'enfants, oui. Beaucoup d'enfants. Oui, des enfants de lumière, des enfants heureux, des enfants ambitieux, des enfants qui baignent dans une sorte de quiétude. Vous savez, le monde va très mal aujourd'hui. Si on n'essaye pas de s'éveiller à nos responsabilités, c'est que quelque part, nous allons encore trahir plusieurs générations. Cela ne veut pas dire oublier, avancer. Ah non, qui oublie déjà ne sait pas où il va. La mémoire, c'est un petit peu une espèce de GPS qui nous aide à avancer, à traverser la vallée des ténèbres et aussi à pouvoir préférer des jardins paradisiaques. Donc c'est à nous de choisir notre voie. Ça veut dire qu'il était important donc de se souvenir dans l'histoire,
et de regarder devant nous. Oui, bien sûr. Écoutez, moi, par exemple, le dernier cheikh de ma tribu, il s'appelait Moulsoul, c'est mon grand-père. Il a été vaincu par les Français en 1903, à Asla. Et il n'a jamais pu survivre à cette défaite. Parce qu'il ne s'attendait même pas à faire la guerre. Pendant 6 siècles, nous avons vécu dans une paix fantastique. Mais ça n'a jamais empêché la tribu d'exister, de continuer de rêver et d'être des poètes. Merci, c'est ce que je disais. Important de regarder l'histoire. Ça veut dire que cette émission aussi, vous les regardez un peu devant nous. Merci Yasmina Khadra, merci d'être venue nous rendre visite ce soir. Vous publiez, je rappelle, votre dernier roman, Khalil, c'est chez Julliard. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la soirée continue. Infrarouge avec Marie Drucker, Les Pieds Noirs d'Algérie, une histoire française. À très bientôt sur France 2.